Il y a bien longtemps, bien avant l'arrivée des Celtes, on croyait que l'Irlande avait été peuplée par des êtres venus d'un autre monde. Un monde au-delà de la mer et du brouillard et où la mort n'existe pas. On les décrivait comme des êtres très puissants et lumineux, presque divins, qui seraient descendus du ciel en grand nombre pour prendre possession de l'île verte. On les appelait les Tuatha Dé Danann, qui signifie le peuple ou les tribus de la déesse Dana. Vous connaissez peut-être certains de leurs membres, comme Lugh, Morrigan ou encore le Dagda. Après tout, ils sont au cœur de nombreuses légendes celtiques assez populaires aujourd'hui. Selon les légendes, ces nouveaux arrivants possédaient toutes sortes de pouvoirs extraordinaires et une sagesse immense. Les membres de ces tribus seraient à l'origine de plusieurs grands dieux et héros de la mythologie irlandaise. Bien évidemment, aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'il ne s'agit là que d'une légende. Et c'est précisément pour cela que nous allons voir leur histoire d'un peu plus près, afin de mieux comprendre qui ils étaient et comment leurs légendes ont façonné la mythologie irlandaise. Parce que pour certains, les Tuatha Dé Danann n'étaient pas de simples êtres mythiques, mais le souvenir d'un peuple oublié, une race ancienne de sages et de guerriers, maîtres d'art et de sciences si avancés que les générations suivantes ne purent les décrire que comme des êtres surnaturels. Pour mieux comprendre leurs légendes, il faut d'abord se tourner vers les textes qui ont immortalisé leur histoire. Les premières mentions écrites de ce peuple mythique nous viennent de deux textes médiévaux irlandais, compilés entre le Haut et le Bas Moyen-Âge. Le plus célèbre est le Levor Gawlairen, le livre des prises d'Irlande, une chronique mythico-historique qui organise l'histoire de l'île en vagues d'arrivées successives ou d'invasions et qui présente les Tuatha comme l'un des grands peuples ayant pris possession de l'Irlande avant l'ère des hommes. En gros, ce texte nous dit comment différents peuples mythiques, dont les Partholoniens, les Firbolg, les Tuatha Dé Danann puis les Milésiens, se seraient succédés l'un après l'autre. Le deuxième texte majeur est le Dinchen Cass, un recueil poétique qui raconte l'origine des noms de lieux d'Irlande. Dans cet ensemble de poèmes et de récits, on nous décrit les collines, les lacs, les forteresses et les sanctuaires associés à ce peuple surnaturel, dont plusieurs lieux d'Irlande portent encore le nom aujourd'hui, comme par exemple le Brúna Bóinne, le tumulus de la Boyne, censé être la demeure du Dagda, le dieu le plus important des Tuatha Dé Danann. Ces deux textes, composés et remaniés sur plusieurs siècles, mêlent héritage oral, tradition païenne et influence chrétienne. Il faut donc les lire comme des œuvres littéraires médiévales qui réinterprètent des mythes beaucoup plus anciens, plutôt que comme des chroniques historiques au sens strict. C'est à travers ces deux sources médiévales qu'on découvre les toutes premières mentions détaillées des Tuatha Dé Danann, ce peuple mystérieux qui aurait précédé les hommes en Irlande. On raconte qu'ils étaient arrivés par la mer et les airs, enveloppés dans des nuages sombres et magiques qui auraient caché leur venue, apportant avec eux 4 trésors sacrés issus de 4 îles mythiques. Voici le passage dans le Levor Gawlairen qui décrit leur arrivée. Ainsi ce fut eux, les Tuatha Dé Danann, qui vinrent en Irlande. De la sorte, ils arrivèrent dans de sombres nuées. Ils abordèrent dans les montagnes de Conmacneren et en Connachta, et ils apportèrent avec eux une ombre sur le soleil pendant 3 jours et 3 nuits. Les 4 îles qu'ils avaient quittées avant d'arriver en Irlande portaient le nom de Falias, Gorias, Findias et Murias. Aujourd'hui, certains associent ces îles à des royaumes symboliques représentant les 4 directions du monde ou les 4 aspects de la connaissance. Et pour ce qui est des 4 objets qu'ils rapportèrent avec eux, il y avait en premier la pierre de Fal, une pierre magique qui, selon la légende, criait sous les pieds du vrai roi d'Irlande, révélant ainsi celui qui était destiné à régner sur l'île. Vient ensuite la lance de Lugh, le dieu de la lumière dont nul ne pouvait échapper à la pointe, car elle frappait toujours sa cible. Il y avait aussi l'épée de Nuada, le roi des Tuatha Dé Danann, une lame si tranchante qu'aucun ennemi ne pouvait lui résister. Et enfin, le chaudron sans fond du Dagda, symbole d'abondance et de résurrection. Ces 4 objets incarnent la puissance divine et la sagesse surnaturelle de cette tribu, témoignant entre autres de leur maîtrise des arts magiques, de la guerre et de la fertilité. Ils représentent les 4 piliers du pouvoir spirituel de cette race divine. Mais la légende des Tuatha Dé Danann ne se limite pas à leurs trésors. Ils ne sont pas simplement venus en Irlande pour conquérir une terre, mais aussi pour réaffirmer un ordre divin. Et cette arrivée ne s'est pas faite sans conflit. Lorsqu'ils étaient arrivés sur les côtes d'Irlande, l'île était déjà occupée par un autre peuple, les Firbolg.
Le quatrième groupe habitait cette terre avant eux. Les Tuatha, eux, venus des cieux avec le roi Noada à leur tête, revendiquaient la moitié de l'île, mais évidemment les Firbolg ne voulaient rien céder. Ce conflit mena donc à la célèbre première bataille de Mag Tuired, où les deux camps s'affrontèrent dans une bataille épique qui dura plusieurs jours. Le conflit fut sanglant, et bien que les Tuatha remportèrent la victoire, le roi Noada perdit un bras au combat. C'est un détail très important parce que selon les lois divines, un roi blessé ou imparfait ne pouvait pas régner, car il ne reflétait plus la perfection du monde divin. Alors, pour le remplacer, ils élurent Bress, un roi mi-dieu, mi-faumoir. Les faumoirs étant une race de créatures monstrueuses vivant dans les mers d'Irlande, incarnation du chaos et des forces destructrices. On les décrivait parfois comme des géants marins ou des titans de la mer et des tempêtes. Sous le règne de leur nouveau roi, qui, soit dit en passant, était cruel et injuste, les Tuatha furent soumis à la tyrannie et à la domination des faumoirs. Mais un héros se leva pour les libérer, et ce héros était Lugh, fils d'un Tuatha et d'une faumoire, doué de tous les arts et porteur de la célèbre lance de Gorias, l'un des 4 trésors sacrés de son peuple. Avec Lugh commença la deuxième bataille de Mag Tuired, l'un des épisodes les plus importants de toute la mythologie irlandaise, qui opposa les Tuatha aux faumoirs. Lugh y affronta le terrible Balor, un géant à l'œil unique, capable de détruire des armées entières d'un seul regard. Lugh le tua d'un jet de fronde, restaurant ainsi l'équilibre et assurant la domination de son peuple sur l'Irlande. Suite à cette victoire, la paix régna pendant plus d'un siècle. Puis vers les Milésiens, les ancêtres mythiques des Irlandais modernes. Ces derniers étaient arrivés d'Ibérie et à leur tête se trouvait Mil Espagna, un héros venu des mers guidé par la promesse d'un nouveau royaume. La rencontre entre les deux peuples se fit d'abord dans la méfiance, puis dans la rivalité. Les Milésiens se considéraient comme les héritiers légitimes de cette terre et voulaient en réclamer la possession. L'armée milésienne débarqua dans le sud et se fraya un chemin jusqu'à Tara, le siège traditionnel du pouvoir irlandais, exigeant que leurs droits sur l'île soient reconnus. Les Tuatha conclurent alors un pacte assez étrange avec eux. Les Milésiens pourraient devenir les souverains de l'Irlande, mais seulement s'ils réussissaient à revenir sur l'île après avoir franchi 9 vagues au large. Les Milésiens acceptèrent et reprirent donc la mer, confiants. Mais les druides au sein des Tuatha des Danann déchaînèrent aussitôt une tempête magique pour les empêcher de revenir. Les navires furent secoués par des vents violents, les marins affolés tentaient de garder le cap, mais beaucoup sombrèrent dans les flots. Pourtant, grâce à la sagesse du druide milésien, Amorgen, qui réussit à calmer les vents par la puissance de sa poésie, les survivants purent enfin regagner la terre ferme. Ce retour, bien évidemment, scella la victoire des Milésiens, comme convenu dans le pacte. Après la victoire des Milésiens, les Tuatha des Danann comprirent que leur temps parmi les hommes était enfin révolu. Le monde changeait. La magie se retirait lentement du monde physique et était remplacée par la loi des mortels et le passage inéluctable des âges. Il leur fallait donc trouver un nouvel endroit pour exister, mais hors de portée des humains. C'est pourquoi, à la suite de leur accord avec les Milésiens, les Tuatha des Danann décidèrent de se retirer définitivement sur un autre plan d'existence, sous terre, dans le Shi. Le Shi, à l'origine, désignait un royaume souterrain séparé du monde physique, avant de se transformer, au fil du temps, en un mot qui représente les fées au sens général du terme dans le folklore irlandais et écossais. Ce mot désigne aussi la colline, le tertre ou le tumulus où reposent les anciens rois et héros. Bref, dans le cas des Tuatha des Danann, c'est dans le royaume invisible du Shi qu'ils se réfugient après leur défaite, trouvant chacun un domaine éternel sous les collines d'Irlande. Chaque membre de la tribu reçut un tumulus pour y régner à jamais. Par exemple, le Dagda reçut le Bruna Bornia, un immense tumulus au bord de la rivière Boyne. Son fils, Angus, hérita plus tard de ce même lieu, devenu un centre de pouvoir féerique chez les anciens Irlandais. Mais il faut se rappeler que leur retraite ne fut pas un exil en tant que tel, mais plutôt un passage dans une réalité parallèle, où le temps ne s'écoule pas comme dans le monde des hommes. Et justement, les tumulus que l'on voit encore aujourd'hui, un peu partout en Irlande, et qu'on appelle Fairy Mounds, en français monticules des fées, étaient considérés comme les portes vers ce royaume invisible. Peu à peu, au fil de l'histoire, les Tuatha des Danann cessèrent donc d'être des dieux pour devenir le peuple caché,
aux Eishi, le peuple des fées. C'est ainsi qu'ils furent assimilés au petit peuple, aux esprits de la nature et aux fées de la tradition celtique. Ainsi, cette tribu légendaire ne fut jamais totalement vaincue. Ses membres s'étaient tout simplement retirés derrière le voile du monde visible, observant, selon les légendes, les mortels avec curiosité. Et dit encore aujourd'hui, quiconque s'aventure près des collines du Shi et à la tombée du jour risque de croiser l'un d'eux, ne serait-ce qu'un instant, avant que la brume ne retombe et qu'il ne soit plus certain de ce qu'il croit avoir vu. J'avais mentionné au début de la vidéo que certaines personnes pensaient que les Tuatha de Danann n'étaient pas un peuple tout droit sorti d'une légende, mais un peuple qui a réellement existé. Parce que même si ces récits appartiennent surtout à la légende, certaines découvertes laissent penser qu'ils pourraient garder la trace d'événements bien plus anciens. L'Irlande, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, était habitée depuis des temps immémoriaux. On a justement retrouvé, en 2017, dans une grotte du comté de Cork, un os de reine portant des marques d'outils humains vieux de plus de 30 000 ans. Ce qui repousse de plusieurs millénaires la présence humaine sur l'île. Ces traces témoignent d'une occupation très ancienne, bien avant l'époque du bronze ou du fer. Les mythes irlandais évoquent aussi un grand déluge ayant précédé l'arrivée des ancêtres des Tuatha de Danann. Ce genre d'histoire se retrouve partout dans le monde et beaucoup d'historiens pensent qu'elle garde le souvenir des bouleversements climatiques survenus à la fin de la dernière glaciation, quand les mers montaient et que les hommes devaient sans cesse se déplacer. En se déplaçant, ces anciens peuples auraient peut-être rencontré d'autres tribus, parfois plus avancées ou mieux équipées qu'eux, et donc de tels souvenirs auraient pu, avec le temps, devenir les récits mythiques de peuples puissants venus d'ailleurs, comme les Tuatha de Danann. Mais bon, comme je l'ai déjà mentionné, tout ça reste du domaine des théories. Ce ne sont que des pistes qui ont émergé avec des découvertes récentes. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Tuatha de Danann étaient inspirés d'un peuple disparu, effacé par le temps, ou bien ne représentent-ils qu'une manière pour les anciens Irlandais d'expliquer leurs origines à travers la mythologie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, aujourd'hui, l'héritage des Tuatha de Danann continue de marquer profondément l'imaginaire irlandais. Leur nom se cache encore dans les traditions, les fêtes et même les paysages de l'île. Il y a plusieurs noms d'endroits un peu partout en Irlande qui font référence à cette tribu légendaire, et même le mois d'août par exemple tire son nom de Lunasa, la fête célébrée en l'honneur du dieu Lugh, roi des Tuatha de Danann. Et dans le comté de Kildare, la ville de Naas garderait la trace du nom d'une des épouses de ce même dieu. Mais ce n'est pas tout. Ils apparaissent aussi dans la littérature, le cinéma et même dans les jeux vidéo. On les retrouve par exemple dans la série Le souffle de la pierre d'Irlande de l'écrivain Eric Simard, où leur mémoire et leur pouvoir ressurgissent dans un récit moderne teinté de magie et de spiritualité celtique. On peut aussi croiser leurs traces dans le jeu vidéo Kingdoms of Amalur Reckoning, où les Tuatha sont représentés comme une faction puissante et surnaturelle en guerre contre les mortels. Si vous avez d'autres exemples des Tuatha de Danann dans la culture populaire, que ce soit dans la musique, la littérature ou le cinéma, peu importe, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Merci d'ailleurs à la personne qui a suggéré les Tuatha de Danann comme thème. C'était un plaisir d'en parler aujourd'hui. Enfin, si vous souhaitez découvrir d'autres récits mythologiques fascinants, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci encore à tous, portez-vous bien et à très bientôt.